à tous et à toutes et bienvenue à votre émission Les Belles Lettres qui reçoit pour vous, Monsieur Frédéric Bienvenu Mabassi. Pour ceux qui ne les connaissent pas, Frédéric Bienvenu Mabassi est docteur en philosophie de l'Université catholique du Congo et licencié en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Il est professeur à l'Université catholique du Congo et à l'Université pédagogique nationale. Bonjour, professeur. Bonjour, monsieur Laurent Kalombo. Tout le plaisir est pour nous de vous recevoir une fois de plus dans notre émission Les Belles Lettres pour un entretien, cette fois-ci autour de votre publication Sciences et philosophie en Afrique, enjeux et repères d'une philosophie à l'âge de la science. Avant qu'on puisse avancer un peu plus loin, j'aimerais qu'on soit au clair de certains concepts que nous allons retrouver tout au long de votre ouvrage. Il s'agit des concepts ou de mots science, philosophie, philosophie africaine. Qu'est-ce que la science ? Qu'est-ce que vous entendez par la science ? Merci. La science, qu'est-ce qu'on entend par la science ? Je pense qu'il faut distinguer la science au sens large et la science au sens strict. Au sens large du terme, la science est tout savoir qui vise à expliquer et à comprendre le monde. Voilà. Donc, c'est tout savoir structuré, tout savoir ordonné et qui vise en fait à comprendre le réel. Mais au sens large du terme, donc, tout ce qui est effort humain d'explication et de compréhension fait partie de la science. Mais au sens strict du terme, la science renvoie à un type de savoir. Un savoir qui vise l'explication des faits, l'explication des faits. Un savoir objectif. Oui, un savoir objectif, comme vous le dites si bien, un savoir critique, soucieux de remettre en question ses démarches, un savoir opératoire, parce qu'il est obtenu par une démarche bien précise et contrôlable, la contrôlabilité de la démarche. Donc il s'agit vraiment d'un savoir spécifique. Et de ce point de vue, vous voyez que dans le titre de mon ouvrage, je parle bien de science et philosophie. Au sens large du terme, la philosophie peut être considérée comme une science au sens d'un savoir structuré, d'un savoir méthodique. Mais au sens vraiment strict du terme, celui que je viens de donner, eh bien, la philosophie n'est plus dans le domaine des sciences. Elle devient un savoir à part. Quel rapport la science et la philosophie entretiennent-elles ? D'abord, il faut qu'on sache que l'adage commun qu'en fait la philosophie est la mère des sciences est tout à fait correct. C'est qu'au départ, tous les savoirs faisaient partie de cet ensemble qu'on appelle philosophie. Voilà. La philosophie comprenait tous ces différents savoirs. C'est progressivement au fil du temps que des savoirs ont commencé à s'émanciper. En commençant par les mathématiques qui se sont émancipées, et finalement la physique, la chimie, la biologie, et à la fin du 19e siècle, les sciences de l'homme comme la sociologie, l'anthropologie, l'économie, et la linguistique au début du 20e siècle. Ces différentes disciplines des sciences de l'homme se sont progressivement émancipées. Alors, quelle est la relation entre la science et la philosophie? Nous avons dit que la science est un effort d'explication, d'explication du monde, du réel.
Et quand la science s'efforce d'expliquer le réel, la philosophie, elle, n'est pas capable de fournir une explication à proprement parler. D'autant plus que l'explication scientifique se traduit souvent sous une forme mathématique. Parce qu'en fait, c'est quoi expliquer en science? Expliquer en science, c'est dégager d'un phénomène les paramètres fondamentaux de ce phénomène et établir entre ces paramètres des relations, des causalités. Et ces relations souvent prennent une formulation mathématique. Or, la philosophie n'est pas capable d'établir ces corrélations explicatives à proprement parler. Alors, les capacités pour la philosophie d'établir des corrélations proprement explicatives amener certains philosophes à distinguer l'explication de la compréhension. Et que donc la philosophie, elle, n'explique pas, c'est-à-dire ne dégage pas des corrélations entre les paramètres d'un phénomène, mais plutôt comprend, c'est-à-dire dégage les significations inhérentes à un phénomène ou au réel, en fait, dans son ensemble. Alors, quelles sont les relations entre ces deux projets, le projet explicatif propre à la science et le projet compréhensif propre à la philosophie? En fait, ces deux projets se complètent. Ces deux projets se complètent. Ils sont différents sans doute, parce qu'effectivement, l'explication vise essentiellement à dégager les paramètres, les corrélations qu'il y a entre les paramètres d'un phénomène. Mais il y a un certain nombre il y a un certain regard sur les phénomènes que la science ne peut pas développer, que l'explication scientifique ne peut pas développer, et qui est prise en charge par la philosophie dans son effort de compréhension du phénomène. Donc, expliquer un phénomène en tant que caractéristique de la science est un projet propre à la science, alors que la philosophie, elle, cherche à comprendre. Et comprendre signifie quoi en fait pour la philosophie? C'est aller au-delà de l'explication. L'explication, on pourrait dire que l'explication s'arrête à un moment donné lorsqu'elle dégage les corrélations entre les paramètres d'un phénomène, mais la philosophie a la prétention, je parle d'une prétention, la prétention d'aller au-delà de l'explication pour poser la question du pourquoi. Du pourquoi. Ceux qui disent que la science répond à la question du comment et la philosophie répond à la question du pourquoi, eh bien, ont dans une certaine mesure raison, précisément parce que la philosophie dans la compréhension est davantage portée vers la question du pourquoi plutôt que vers la question du comment. Mais les deux questions, évidemment, vont ensemble et se complètent. On dit souvent qu'aucun objet n'est indigne de la philosophie. Oui. La science y compris. La science y compris. Cette belle citation de Egon Fink, rien n'est indigne de la philosophie, eh bien, la philosophie prend aussi comme objet d'étude la science. Ce qui fait que justement, les philosophes étudient la science sous divers aspects, en tant que savoir obtenu méthodiquement. La science évalue alors les démarches de la science pour voir si ces démarches sont suffisamment objectives pour qu'elles puissent conduire aux résultats auxquels le savoir scientifique prétend arriver. C'est ce qu'étudie la méthodologie des sciences. Oui. La philosophie étudie la prétention de la science elle-même à nous présenter un savoir. C'est ce qu'étudie l'épistémologie. Et la philosophie elle-même peut étudier les aspects éthiques propres aux sciences. Tous les problèmes, par exemple, engendrés par ce qu'on appelle la bioéthique, l'éthique de la biologie ou l'éthique biomédicale, font partie de ce qu'on appelle l'éthique des sciences. Donc, en fait, le regard de la philosophie sur la science peut être un regard d'ordre méthodologique, c'est-à-dire une évaluation des méthodes de la science, d'ordre épistémologique, une évaluation de la science en tant qu'elle a la prétention de nous apporter un savoir et d'atteindre la vérité, et une évaluation éthique dans la mesure où les démarches de la science peuvent heurter les normes morales. Okay. Oui. Il y a quand même un préalable à prendre en compte par le philosophe avant d'étudier cet objet que la science. Oui.
il doit avoir certaines connaissances sur la science qui est l'objet de son étude. Bien sûr, bien sûr. Vous savez, lorsque les philosophes s'intéressent à la science, eh bien, le point de départ du philosophe, c'est la science dans son effectuation. Et c'est comme ça que d'ailleurs l'histoire des sciences constitue, j'allais presque dire, la base sur laquelle doivent se fonder les réflexions philosophiques. Parce que c'est l'histoire des sciences qui fournit à la philosophie les faits scientifiques. Les faits scientifiques, c'est quoi? C'est l'ensemble des événements qui s'effectuent dans la dynamique scientifique. Et les philosophes ne s'intéressent pas à tous les faits scientifiques. Il y a des faits qui ne sont pas d'une grande importance dans l'histoire des sciences. Ce qui intéressera les philosophes lorsqu'ils s'intéressent aux faits scientifiques, ce sont les faits scientifiques d'importance. Les faits scientifiques qui ont eu une incidence dans la dynamique même du savoir. Et ces faits scientifiques cessent d'être simplement des faits scientifiques pour devenir des faits épistémologiques. Je prends le cas, par exemple, de l'avènement d'une physique géométrique, par exemple, avec Descartes, avec Galilée. Le passage donc de la physique qualitative que nous trouvons chez Aristote à une physique quantitative telle que nous l'avons chez Descartes et chez Galilée, ce n'est pas simplement un événement anodin. C'est un événement qui a eu une importance considérable dans l'édification de la physique en tant que science. Alors pour les philosophes, donc, ces événements-là ne sont pas simplement des faits scientifiques, ils deviennent ainsi des faits épistémologiques. Alors donc ce qui intéresse les philosophes quand ils s'intéressent à la science, c'est de repérer dans l'histoire de la science les faits épistémologiques, c'est-à-dire des faits scientifiques, mais qui ont eu un tel rayonnement dans l'évolution de la science qu'ils cessent d'être simplement des faits scientifiques pour devenir des faits épistémologiques. Pierre Tullier s'insurge contre la thèse de la science pour la science. La science, cette thèse que défend Alexandre Coiré, qu'il oppose cette thèse à celle d'une science qui allie théorie et pratique. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de cette distinction entre les deux? Oui, je pense que fondamentalement, depuis les premières formes du savoir, les premières formes du savoir, ce sont les mythes. Ce sont les mythes. Oui. Les mythes sont les premières formes du savoir. Pourquoi? Parce que précisément, l'homme a élaboré les mythes pour chercher à se comprendre, à répondre à un certain nombre de questions. D'où vient le monde? D'où vient l'homme? Où va le monde? Où va l'homme? D'une manière désintéressée. Non, pas d'une manière désintéressée. En donnant des réponses à ces questions, eh bien, l'homme trouve des points de repère dans ce monde. Il trouve des raisons de vivre et de mourir. Donc, le savoir était déjà au service de la vie. Déjà dans les premières formes du savoir, la première forme du savoir que nous avons dans les mythes, le savoir est au service de la vie. Comprendre pour bien vivre. C'est ça déjà que nous avons dans les premières formes de vie. La philosophie elle-même, en tant que forme du savoir, qui a succédé aux mythes, en fait, la compréhension philosophique vise quoi? Elle vise justement à comprendre pour donner sens à notre existence. La philosophie a donc toujours été fondamentalement au service de la vie. Quand Socrate dit « connais-toi toi-même », mais tu dois te connaître pourquoi? Pour mieux diriger ta vie. Donc en fait, la philosophie est, comme savoir, est au service de la vie. Et la science elle-même, la compréhension, l'explication que nous avons, qu'elle fournit du monde, a pour visée justement de permettre à l'homme de trouver des solutions à ses problèmes. Donc, la science pour la science, une science qui serait pratiquée simplement pour de la délectation pure, peut-être qu'elle a existé, chez les Descartes, chez les Galilée, il y avait cette volonté d'expliquer
le monde pour juste satisfaire la curiosité intellectuelle. Mais on peut dire qu'à partir du moment où est intervenue la révolution industrielle, il y a eu ce mariage serré entre la science et la technique. Mais je pense que déjà avec Descartes, il y avait cette conception de la science pour dominer, pour maîtriser la nature. Pour maîtriser la nature. Oui. Donc déjà chez Descartes, effectivement, vous avez raison. Oui. Déjà chez Descartes, la science est inscrite dans un projet qui fait de l'homme maître et possesseur de la nature. Et qui doit donc dompter la nature. La science est un instrument au service de la maîtrise de la nature, effectivement. Maîtrise de la nature pour résoudre les problèmes de l'homme. Une vision qui a conduit à pas mal de dégâts que nous déplorons. Oui, qui a conduit à beaucoup de dégâts que nous déplorons avec la destruction des écosystèmes notamment, mais qui nous a permis aussi d'opérer des grands progrès. Hein. Il ne faut pas simplement limiter ce qu'on appelle la technoscience. Voilà. Parce qu'effectivement, c'est ce mariage entre la science et la technique qui a engendré ce que Gilbert Courtois appelle la technoscience. Cette technoscience a engendré beaucoup de problèmes, mais je pense que nous devons être sincères, et nous a permis de résoudre aussi beaucoup de problèmes. Elle nous a permis d'accomplir des progrès considérables dans tous les domaines. Dans le domaine médical, par exemple, tous les progrès qui nous ont permis de faire reculer la mortalité, tous les progrès sur le plan technologique qui nous ont permis d'avoir une meilleure compréhension de nous-mêmes et de notre nature, nous les devons justement à cette vision de la science qui allie théorie et pratique. Effectivement. Une science qui a été la cible de Martin Heidegger. Oui. Oui, mais pour y arriver, vous savez, ce qui est le plus passionnant dans la science actuelle, c'est que même les problèmes que nous fustigeons, engendrés par la science, notamment la destruction de nos écosystèmes, ne peut encore trouver des solutions que, non pas par un renoncement à la science, non pas par une espèce de technophobie, mais encore une fois par un investissement dans la science elle-même. Donc ce qui est passionnant dans la science, c'est que, c'est vrai, la science nous a posé beaucoup de problèmes, mais la résolution de ces problèmes nécessite encore plus d'investissement dans la science. En réalité, ce qui pose problème, ce n'est pas tant la science elle-même, mais la fin que nous lui donnons, la visée que nous lui donnons, ce à quoi nous l'ordonnons. Eh bien, c'est cela qui pose souvent le plus de problèmes. À ce propos, il y a Feyerabend, pour qui la séparation de la science et de l'État peut être notre seule chance de vaincre la barbarie de la technoscience. Oui. Il a raison dans une large mesure, parce qu'en fait, tout ce que nous décrions aujourd'hui est le fruit de ce qu'on appelle aujourd'hui la technocratie. C'est-à-dire un pouvoir qui utilise la science comme faire valoir, ou une science qui est au service des intérêts politiques. Une science qui est au service des intérêts politiques. Or, quels sont les intérêts politiques? La politique est totalement, je ne sais pas, les philosophes politiques comme celui qui a écrit l'essence du politique, Julien Freund. Oui. Comme les Julien Freund ont largement souligné le fait que la politique repose fondamentalement sur une logique de la domination. Qui dit politique dit domination. Qui dit politique dit relation de suggestion, relation de domination en fin de compte. Et quand on parle politique internationale, évidemment, nous sommes totalement dans la logique de la domination. Alors vous comprenez que lorsque la science est au service du politique, en fait, elle est au service d'une logique de domination. Et c'est ce qui a entraîné tous les dérives que nous décrions aujourd'hui, notamment le fait que la science est au service de la domination des peuples les uns sur les autres. Et détacher la politique
détacher la science de la politique, peut contribuer justement à faire de cette science une activité véritablement émancipatrice et qui ne soit pas au service de la domination. Mais ce qu'on oublie, c'est que c'est grâce aussi à la prise en charge de la science par la politique que la science a accompli des progrès considérables. Parce qu'effectivement, aujourd'hui, la recherche scientifique exige des moyens. Et si les Descartes, les Galilée étaient encore pris en charge par des mécènes individuels, eh bien aujourd'hui, les progrès ne peuvent pas être accomplis sans un investissement conséquent en termes de moyens financiers. Or, il n'y a que deux entités qui peuvent effectivement apporter les moyens dont la science a besoin pour son progrès. C'est l'État et les investisseurs privés économiques, c'est-à-dire les entreprises. C'est comme ça qu'on a la recherche qui est prise en charge par l'État et la recherche qui est menée dans le cadre des entreprises et qui est au service en fait du profit des entreprises. Vous voyez bien que la science n'opère de progrès que grâce à la prise en charge par l'État et par les investissements d'entreprises. Elle doit évoluer nécessairement dans une dialectique avec l'État et avec les entreprises. Oui, et moi je pense que il est possible d'éviter cette espèce d'utilisation de la science au service de la domination. C'est une plus grande promotion de la démocratie. Lorsque véritablement le pouvoir d'État est entre les mains du peuple et que le peuple le contrôle, eh bien il est possible effectivement de permettre au peuple d'avoir une mainmise sur les décisions qui sont prises, les décisions des politiques scientifiques qui sont prises, de telle manière qu'effectivement les orientations qui sont données à la science soient au service d'une plus grande émancipation des peuples. Et je crois que c'est dans ce sens plutôt que s'oriente un philosophe comme Habermas. Parce qu'effectivement, si les objectifs des politiques scientifiques sont assumés sont soumises à une discussion publique où les populations interviennent, où les populations ont leur mot à dire, eh bien, ils peuvent donner au progrès scientifique les orientations plus humanisantes. Et c'est là, évidemment, qu'intervient ce qu'on appelle la vulgarisation. Parce que comment le peuple peut-il mieux comprendre les orientations qui sont données au progrès de la science si il n'est pas informé justement de la science. Donc, il est important que le peuple reçoive la formation scientifique nécessaire. Je ne dis pas qu'il faut faire du peuple un peuple des scientifiques, mais en tout cas donner une formation au peuple telle que ce peuple soit capable de comprendre les enjeux de la recherche scientifique et savoir peser pour que ces enjeux aillent dans le sens de l'émancipation plutôt que dans le sens de la domination. Et pourtant, on constate que les peuples africains portent très peu d'intérêt à la chose scientifique. Mais c'est ça un drame, c'est véritablement un drame. C'est Cheikh Anta Diop dans Civilisation ou Barbarie, je crois, dans la préface de Civilisation ou Barbarie, s'adressait à la jeunesse africaine et disait « Armez-vous des sciences jusqu'aux dents ». Parce qu'effectivement, il comprenait qu'il n'y a pas de libération pour l'Afrique sans la maîtrise des sciences et des technologies. Parce qu'effectivement, c'est la science et la technologie qui fait la puissance de l'Occident et qui a permis à l'Occident de nous coloniser et de dominer le monde. Si nous voulons donc nous émanciper et demain parler d'égal à égal avec l'Occident, eh bien nous n'avons pas de choix. Nous devons nous investir à fond dans les sciences et la technologie, c'est-à-dire maîtriser l'outil grâce auquel l'Occident nous a dominés. Qu'est-ce qu'il faut faire pour amener le peuple africain à s'adonner à la science, à l'aimer, à la pratiquer? Oui, mais je pense que d'abord, la science est transmise. Le premier moyen de transmission de la science, c'est par l'instruction, c'est-à-dire par l'école. Donc il faut commencer d'abord par donner
à nos jeunes une éducation de qualité. Parce que le premier moyen de transmission de la science, c'est l'école. Il y a d'autres moyens comme la vulgarisation scientifique à travers les moyens de communication sociale, à travers les journaux, à travers ceci. Mais le premier moyen par lequel nous devons nous approprier, nos jeunes doivent s'approprier la science, c'est l'école. Donc il faut investir, il faut faire de l'éducation les piliers même de notre développement et donner à nos jeunes une éducation de qualité. Et une éducation scientifique de qualité. Je ne dis pas que l'éducation ne doit être que scientifique, mais en tout cas, faire en sorte que toutes les options, toutes les sections puissent fournir à nos enfants une formation scientifique de base et de qualité. Donc qu'on soit en coupe et couture, qu'on soit je ne sais pas, en social ou je ne sais pas en quoi, on doit avoir une formation scientifique de base pour qu'effectivement, je ne dis pas qu'on se lance dans la recherche scientifique, mais on puisse comprendre les enjeux de la science et l'importance de la science par rapport au devenir de nos sociétés. À propos de la science, on constate dans le chef de nos jeunes un désintéressement presque total par rapport à la recherche pure et même aux études de philosophie. Oui, c'est ça. Ils sont plus préoccupés par des problèmes de débouchés. C'est ça. Comment faire pour... C'est un véritable drame. Je suis prof, j'enseigne à l'université et je vois comment les départements des sciences se vident. Oui, même des philosophies. Même des philosophies. Aussi, donc les départements de mathématiques, de physique, de biologie, de chimie sont vides. Les gens préfèrent aller en relations internationales, en droit, en économie, en médecine. Mais les départements des sciences sont totalement vides. Et je pense qu'il faut véritablement encourager nos jeunes à comprendre que ces disciplines qui les passionnent sont sans doute importantes pour devenir nos sociétés, mais les disciplines scientifiques sont tout aussi essentielles pour le devenir de nos sociétés. J'ai beaucoup aimé une initiative qui avait été prise par l'ancien ministre de l'enseignement supérieur universitaire, monsieur... comment il s'appelle encore non, avant le ministre Thomas Louaka, comment il s'appelait le président du parti travailliste là, Steve Mikaï. Voilà, monsieur Steve Mikaï. Voilà, l'initiative qu'il avait prise de créer des bourses pour inciter les étudiants à aller vers les disciplines scientifiques, vers les mathématiques, vers la physique, vers la chimie, vers la biologie. Malheureusement, cette initiative n'a pas eu de lendemain. Elle n'a pas mordu. En fait, apparemment, les universités ne l'ont pas encouragé. Alors qu'effectivement, nous devons comprendre que les sciences qui ont un plus grand impact sur les devenirs de nos sociétés, ce sont ces sciences-là. Ce sont les mathématiques, c'est la physique, c'est la chimie, c'est la biologie et évidemment d'autres disciplines comme les sciences agronomiques, ainsi de suite, la médecine et même la philosophie. Parce qu'en réalité, la dérive dans laquelle se trouvent nos sociétés est peut-être d'abord une dérive compréhensive. Notre incapacité à sortir de cette dérive n'est-elle pas due finalement au fait que nous sommes incapables de nous comprendre nous-mêmes et de comprendre le rôle que nous voulons jouer sur cette scène qu'est la scène planétaire. Donc je crois que la philosophie aussi est importante et il faut donner à nos enfants, à nos jeunes, une formation suffisamment solide en sciences, suffisamment solide en philosophie pour qu'ils soient capables de relever les défis auxquels nous sommes confrontés. Oui, dans votre livre, vous parlez de la philosophie africaine. Qu'est-ce que vous entendez par philosophie africaine? C'est quoi la philosophie africaine? Oui. En fait, je pourrais simplement dire que c'est l'ensemble des réflexions philosophiques africaines, l'ensemble des réflexions philosophiques menées par les Africains, ou par les africanistes.
Donc, l'ensemble des réflexions philosophiques menées par les Africains ou par les africanistes. Par les Africains, c'est-à-dire par des penseurs qui appartiennent à des nations africaines, et par des penseurs africanistes, par des penseurs étrangers, mais qui ont un intérêt sur les problématiques africaines. Voilà. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques thèmes qui sont traités par les philosophes africains? Oui, vous savez, quand on fait l'histoire de la philosophie africaine, on voit toute la dynamique de la pensée telle qu'elle a été abordée par les Africains. Vous savez qu'au départ, la pensée africaine est partie de ce qu'on a appelé les courants idéologiques d'émancipation. Les réflexions philosophiques ont porté sur la libération de l'Afrique, libération de l'esclavage, libération de la colonisation et libération du néocolonialisme également. Donc, le thème de la libération est un thème qui a été abordé particulièrement par ce qu'on appelle les philosophes du courant idéologique. Après ce courant, il y a eu ce qu'on appelle les courants de restitution d'une philosophie africaine traditionnelle qui a cherché à puiser dans la philosophie, dans la pensée traditionnelle, dégager de la pensée traditionnelle une certaine philosophie qui était déjà là. C'est le thème qui a été abordé par des penseurs comme les Tempels, les Kagame, les Moulago, les Mujinha, notre professeur Mujinha de philosophie médiévale. Voilà. Donc là, c'était la recherche d'une pensée philosophique traditionnelle. Et après, il y a eu évidemment ces critiques qui se sont déferlées qui ont déferlé sur ce qu'on a qualifié d'ethnophilosophie, avec des penseurs comme les Untonji, les Marcien Toa, les Fabien Eboussi Boulaga, les Elungu, Pene Elungu. Et après, à un moment donné, dans les années 80, lorsque ces critiques ont lassé les philosophes, eh bien, ils ont commencé à chercher les voies d'une libération. Enfin, libération, mais en fait, d'un développement. Libération au sens d'un développement, parce qu'en réalité, ils ont compris que l'Afrique fait face à un certain nombre de défis et que la philosophie doit donc être un outil au service de la résolution des problèmes de l'Afrique. Et ils ont commencé donc à développer ce qu'on a appelé la philosophie prospective, les courants prospectifs en philosophie, qui étaient davantage portés vers la recherche des solutions aux problèmes de l'Afrique. Donc, il y a une diversité de thèmes abordés dans la philosophie africaine, et on ne peut pas réduire la philosophie africaine à un seul thème, parce que il y a eu vraiment une diversité de thèmes dans cette philosophie. Et aujourd'hui, évidemment, les philosophes africains abordent des problèmes propres à l'Afrique, mais aussi des problèmes universels, tels que les problèmes écologiques que vous avez évoqués, sont également pris en charge par les philosophes africains. Pouvez-vous nous citer quelques classiques de la philosophie africaine? Des ouvrages classiques? Oui. Oh, il y en a déjà. La philosophie bantou. La philosophie bantou des Placide Tempels, la Elungu, enfin, avant Elungu, Marcien Toa, ou disons, commençons parmi les philosophes du courant ethno-philosophique, il y a la philosophie bantou des Placide Tempels, mais il y a également la philosophie bantou rwandaise des lettres de Alexis Kagame, l'homme dans l'univers des Bantous, des professeurs Mujinha. Et quand on monte dans le courant critique, nous avons sur la philosophie africaine de Paulin Untonji, nous avons également les Bantous, la crise du Muntu, j'allais dire les Bantous problématiques, mais la crise du Muntu de Fabien Eboussi Boulaga, c'est véritablement des classiques. On peut remonter à Elungu, Pene Elungu, tradition africaine et rationalité moderne. Nous avons chez Okolo, par exemple, pour une philosophie de la culture et du développement,
toujours Elungu, modernité africaine, critique de la modernité. Donc nous avons, on peut évoquer également le Camerounais Jean Godefroy Bidima sur la poétique. Donc vous avez véritablement en philosophie africaine des vrais classiques, des ouvrages qui sont devenus des classiques, qui ont même été répertoriés, et il est important de le dire, dans les tomes, je crois que c'est le 4e volume de l'Encyclopédie philosophique universelle, consacrée aux œuvres philosophiques. Les œuvres philosophiques. Les œuvres philosophiques considérées comme des œuvres classiques. Eh bien, dans l'Encyclopédie philosophique universelle, nous avons des œuvres philosophiques africaines qui ont été répertoriées, notamment des œuvres d'Elungu, les œuvres de Kombeoleko, que j'ai oublié de citer, métaphore et métonymie. Oui. Voilà, les œuvres de Kombeoleko, de Elungu, de Bouakassa, Bouakassa, tout le Kiamparso, l'impensé du discours, oui, et puis tradition et modernité, réinventer l'Afrique, pardon, réinventer l'Afrique. J'ai oublié de citer l'ouvrage de Elungu, pardon, pas Elungu, Mudimbe, The Invention of Africa. Voilà, The Invention of Africa. Et de Bouakassa, réinventer l'Afrique. Donc c'est véritablement des classiques, comme pour dire que la philosophie a apporté sa contribution à l'édification, à l'élaboration de la philosophie universelle. Quelle est la motivation qui a été à la base de la rédaction de votre livre « Science et philosophie en Afrique, enjeux et repères d'une philosophie à l'âge de la science ». En fait, cet ouvrage, c'est vraiment un ouvrage de jeunesse. C'est un ouvrage que j'ai publié en 2001. Je n'étais pas encore docteur d'ailleurs. J'étais encore assistant. Enfin, j'étais doctorant à l'époque. Mais j'avais fait un constat. Vous voyez, il y a eu tout le débat sur l'existence ou pas d'une philosophie africaine. Il y a eu le courant prospectif avec l'Nkombeoleko, avec l'Ngoma Binda, il faut le dire, et Ngoma Binda est de ceux qui ont produit véritablement aussi des classiques. Son ouvrage, sa thèse de doctorat sur l'histoire de la philosophie africaine est devenu véritablement un classique. Voilà. Mais j'ai constaté que la philosophie ne s'intéressait pas suffisamment à ce que moi je considérais comme la clé de l'émancipation de l'Afrique. Et qu'est-ce que je considérais comme la clé de l'émancipation de l'Afrique? C'est la science et les technologies. Donc j'avais l'impression que la philosophie s'intéressait à la politique, la philosophie s'intéressait à nos mythes, la philosophie s'intéressait à nos contes, la philosophie s'intéressait à plein de choses, mais la philosophie ne s'intéressait pas suffisamment à la clé de notre émancipation. Parce que comme je l'ai dit, c'est grâce à la science et la philosophie que l'Occident a dominé le monde. Et l'Afrique ne pourra véritablement s'émanciper qu'en s'investissant dans la science et dans les technologies. Or, j'ai constaté justement que les philosophes africains ne s'intéressaient pas suffisamment aux sciences et les technologies. Et je me suis dit, mais il faut bien que j'écrive ce livre pour montrer justement que s'il y a un domaine dans lequel les philosophes africains doivent s'investir, eh bien c'est dans les sciences et dans les technologies, parce que les sciences et les technologies constituent la clé de notre émancipation. Vous savez, je ne suis pas les premiers en fait à l'avoir relevé. Déjà les professeurs Bouakassa, à l'occasion du 25e anniversaire de la faculté de théologie catholique de Kinshasa, dans les années 80, avaient écrit un très bel article. Avait donné une conférence intitulée « La philosophie comme chien de chasse ». En fait, qu'est-ce qu'il disait dans ce texte? Il disait que la philosophie en Afrique doit se transformer en un chien de chasse, qui doit aller chasser quoi? Qui doit aller chasser la petite bête qu'il y a en Occident, et qui a permis à l'Occident de dominer le monde. Donc la philosophie doit être dressée comme un chien de chasse que l'Afrique va envoyer en Occident pour aller capturer la petite bête
qui a fait de l'Occident l'hyperpuissance. C'est la même vision que développe Martien Toa. Martien Toa développe la même vision. Et Lungu, dans une certaine mesure, développe la même vision. Mais aussi, comme je l'ai dit dans le texte lui-même, dans mon livre, les jeunes étudiants qui étaient à Louvain-la-Neuve, qui ont créé les nouvelles rationalités africaines sous l'inspiration du professeur Célestin Dimanja, mon promoteur de thèse que je salue chaleureusement. Eh bien, les jeunes gens, les jeunes doctorants de Louvain-la-Neuve qui ont créé les nouvelles rationalités africaines l'avaient également compris, que le salut de l'Afrique partait ou dépendait d'un investissement dans les sciences et la technologie, et la philosophie devait donc travailler à cet investissement, travailler à cette domestication, à cette appropriation des sciences et des technologies. Vous ne trouvez pas qu'il y a certains facteurs qui empêchent l'Africain bien comprendre la science et de la pratiquer? Les représentations mentales, par exemple, certains mythes, certaines croyances qui peuvent empêcher les Africains à s'approprier la science et les techniques. Vous savez, nous avons tendance à penser que les Africains ont des représentations mythiques oui, qui les empêchent. Et ce que vous dites là, déjà, quelqu'un l'avait dit, hein, c'est Franz Claye. Franz Claye, dans sa fameuse conférence, là, le décollage conceptuel, conditions d'une philosophie bantou. Parmi les conditions, les 5 conditions que Franz Claye pose pour l'émergence d'une philosophie bantou, il y a une condition, en fait c'est ça, qui a donné même le titre à l'article ou à la conférence. Oui. Décollage conceptuel. Oui. Décoller de quoi? Décoller des mythes. Décoller d'une pensée que des gens pourraient même qualifier de pré-scientifique ou pré-logique. Non, la vérité c'est que, comme dans toutes les sociétés, en général, la science est faite par une élite. Elle est faite par une élite. Et même en Occident, il y a des mythes. Même l'Occident qui se prévaut d'être la terre d'épanouissement des sciences et des technologies, il y a encore plein de mythes. Donc, l'Afrique a des mythes, c'est vrai, a des représentations mythiques, mais l'Occident aussi en a. C'est lentement, par l'éducation, par une solide instruction, que nous pourrons progressivement combattre cette mentalité pré-scientifique, ou en tout cas pas du tout favorable à l'émergence, à l'appropriation des sciences et des technologies. Quelle est cette orientation que vous voulez imprimer ou donner à la philosophie africaine pour qu'elle soit libératrice et qu'elle assume les aspirations des peuples africains? Mais c'est précisément ce que j'appelle une philosophie à l'âge de la science. C'est-à-dire quoi? Cela veut dire justement que j'encourage une philosophie africaine qui part de la science comme fondement. Donc, plus une philosophie purement spéculative qui n'aurait rien comme fondement. Enfin, en tout cas pas la science. Je considère qu'aujourd'hui, la philosophie doit avoir comme fondement la science. Parce que moi, je considère exactement comme les néopositivistes que la philosophie est un métalangage. Du langage scientifique. Du langage scientifique. Voilà. Que la philosophie, comme le disait quelqu'un, est une logologie. C'est-à-dire, je crois que c'est Chamalenga qui le disait, qui disait de la philosophie qu'elle est une logologie. C'est-à-dire un discours sur un autre discours. Et le discours que je considère comme le point de départ le plus sérieux pour la philosophie, c'est le discours scientifique. Donc j'encourage véritablement une philosophie qui prend comme point d'appui la science. Et voilà pourquoi j'encourage les philosophes à avoir une solide formation scientifique, que ce soit dans les sciences de la nature, que ce soit dans les sciences formelles comme les mathématiques, ou dans les sciences de la nature, ou même dans les sciences de l'homme, pourquoi pas. Mais en tout cas, je voudrais que le discours philosophique ne soit plus un discours purement spéculatif, désincarné, mais qui part du discours scientifique.
le discours scientifique doit être considéré comme le point de départ des discours philosophiques. C'est ça que moi je considère comme une philosophie à l'âge de la science. Quelles sont les tâches que vous assignez à cette philosophie-là? À cette philosophie, j'assigne 2 tâches. Oui. La première tâche, c'est nous donner une meilleure compréhension de la configuration de la raison d'aujourd'hui. Vous avez cité un auteur très intéressant, Paul Feyerabend. Oui. Et il a écrit un ouvrage très intéressant, Adieu la raison. Adieu la raison. Alors, qu'est-ce qu'il développe comme idée dans cet ouvrage intitulé Adieu la raison? Il développe l'idée que, en réalité, le concept de raison est un concept idéologique. Le concept de raison a émergé dans un contexte bien déterminé et il est devenu un concept idéologique, c'est-à-dire un concept dont l'Occident se sert pour marginaliser certains peuples qu'il considère comme étant irrationnels. Oui, vous avez sans doute en mémoire l'ouvrage de Lévi-Broglie, la mentalité prélogique. Oui. En fait, prélogique et irrationnel sont pratiquement synonymes. Donc le concept de raison est devenu un concept idéologique dont l'Occident se sert pour marginaliser un certain nombre de peuples, ou en tout cas considérer que si ces peuples veulent être considérés comme des peuples à proprement parler, des humains à proprement parler, ils doivent s'inscrire dans la manière occidentale, disait de la raison. Disait de la raison. Et alors Feyerabend considère que il faut évacuer ce concept de raison, parce que c'est un concept idéologique. C'est un concept au nom duquel on classe l'humanité en 2. L'humanité de ceux qui sont doués de raison et l'humanité de ceux qui ne sont pas doués de raison et qu'on doit rationaliser. Et en fait, le concept de raison va servir de caution à des entreprises comme l'esclavage et à des entreprises comme la colonisation. Parce qu'en fait, la colonisation, on l'a légitimée comment? On l'a légitimée en montrant que, en fait, on venait coloniser pour apporter la civilisation. En fait, la civilisation, c'est un peu comme la rationalisation. Faire en sorte que les Noirs puissent se comporter de manière rationnelle. Donc, le concept de raison a toujours une grande charge idéologique. Et donc, la première tâche que j'attribue à la philosophie, c'est de penser ces concepts. Penser les concepts de raison pour les déidéologiser. Pour déidéologiser ce concept de rationalité. Mais également, après l'avoir déidéologisé, montrer qu'en réalité, les concepts de rationalité, les concepts de raison, ce sont toujours des concepts pluriels. Et qu'il n'y a pas une seule manière d'avoir et de donner raison. Il n'y a pas une seule manière d'avoir et de donner raison. Je vais vous relater un petit récit que nous trouvons dans un ouvrage de Henri Atlan, intitulé justement « À tort et à raison ». Voilà. Lorsque Henri Atlan reprend un récit du Talmud, le Talmud qui est un des textes sacrés de la tradition juive. Et dans le Talmud, donc, il y a un récit d'un juge. Un juge qui reçoit un plaignant. Et le plaignant développe son argumentation contre l'accusé. Et après l'avoir écouté, le juge dit « Oui, mais vous avez raison. Vous avez raison. » Bon. L'accusé dit « Mais monsieur le juge, vous n'avez même pas eu le temps de m'écouter et vous donnez déjà raison au plaignant. » Il dit « Mais écoutez, développez votre argumentation. » L'accusé développe également son argumentation et le juge lui dit « Vous avez raison. » Le disciple du juge qui était à côté interpelle le juge « Maître, comment pouvez-vous donner raison et au plaignant et à l'accusé ?» Après avoir réfléchi, il lui dit « Toi aussi, tu as raison. » Donc en fait, ce que Henri Atlan voulait montrer là-bas, c'est quoi? C'est qu'il y a plusieurs manières d'user de la raison. Il y a plusieurs manières d'user de la raison. La raison n'a pas un contenu unique. Elle a de multiples facettes. Et d'ailleurs, c'est le sens d'une conférence à laquelle sûrement vous avez participé dans les années 90 sur rationalité au singulier et rationalité au pluriel à l'Université catholique du Congo. Donc effectivement, la première tâche
c'est de désidéologiser la raison et de mieux comprendre ses multiples facettes. Et la deuxième tâche, évidemment, c'est contribuer à l'élaboration des politiques scientifiques capables de nous permettre une appropriation des sciences et des technologies. Voilà donc les deux tâches que j'ai attribuées à une philosophie de l'âge de la science. Quels sont les enjeux et les objectifs d'une vulgarisation scientifique qui conduisent à un réel partage des compétences techno-scientifiques? Oui, effectivement, lorsque je définis les deux tâches, vous comprenez bien que déjà au point de départ, nous l'avons dit, nous avions déjà dit que les peuples ne peuvent véritablement contrôler les finalités qu'on attribue à la recherche scientifique que s'ils ont un minimum de formation scientifique. Mais tout le monde ne peut pas avoir une formation scientifique classique. Et voilà pourquoi, à côté de l'école qui donne la formation scientifique classique, j'ai pensé à la vulgarisation. La vulgarisation peut permettre aux gens d'avoir une certaine formation, une certaine information sur les sciences et sur les technologies. Eh bien, je n'aime pas le terme vulgarisation. Et dans le texte, j'ai vite parlé du partage. Je pense que le terme vulgarisation, vous voyez, vient du terme romain, du terme latin vulgus. Et en latin, vulgus est péjoratif en fait. La vulgus, c'est la populace, hein, c'est le peuple, même pas le peuple, c'est la masse non éduquée, c'est la masse informe, la masse sans formation, ainsi de suite. Et moi, je ne voudrais pas que nous parlions de personnes à qui nous voulons apporter le savoir de cette façon-là. Voilà pourquoi je préfère parler du partage du savoir. Il faut que ce qu'on appelle classiquement la vulgarisation puisse conduire véritablement à un partage du savoir. C'est-à-dire que ceux qui détiennent les savoirs puissent trouver les moyens de le partager avec ceux qui ne le possèdent pas. Tous les savoirs, les mathématiciens, les physiciens, les chimistes, les biologistes, les économistes, les anthropologues, les sociologues, les philosophes doivent faire en sorte qu'ils soient capables de partager leur savoir avec le plus grand nombre de citoyens. Ce n'est qu'en le faisant que nous serons capables de nous approprier véritablement les sciences et technologies, faire en sorte que les populations puissent savoir ce qui est en jeu dans l'activité scientifique et technologique. Donc, il faut vraiment une entreprise de partage du savoir. Alors, comment doit se faire ce partage du savoir? À travers les moyens de communication que nous avons, mais auxquels le peuple peut avoir accès. La radio, la télévision, l'Internet, pourquoi pas, les réseaux sociaux. Donc, faire en sorte que par ces moyens-là, nous puissions faire un véritable partage. Là, nous sommes pratiquement à la fin de notre émission, mais qu'est-ce que voudriez-vous que ceux qui nous ont suivis retiennent de cet entretien? Eh bien, j'aimerais que ceux qui nous suivent retiennent que l'Occident nous a dominés grâce aux sciences et aux technologies. Et nous serons véritablement libres et souverains que grâce aux sciences et aux technologies. C'est le chemin qu'ont suivi ce qu'on appelle aujourd'hui des puissances émergentes, comme la Chine, comme le Brésil, comme l'Afrique du Sud, comme l'Inde, comme l'Indonésie et plein d'autres pays. Eh bien, c'est le chemin que nous devons suivre si nous voulons être véritablement libres. Nous voulons être véritablement libres. L'Afrique, les sociétés africaines ne seront libres que si elles maîtrisent, elles s'approprient les sciences et les technologies, c'est-à-dire si elles sont capables de produire les moyens de défense de leur liberté et les moyens de leur survie. Et la philosophie doit aider à cette appropriation des sciences et des technologies. Voilà.
Nous sommes à la fin de notre émission. Nous vous disons merci pour votre disponibilité. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie pour cette attention et pour cette invitation que vous m'avez lancée. Je vous en prie. Chers téléspectateurs, là nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Aujourd'hui, nous avons reçu M. Frédéric Bienvenu Mabassi, docteur en philosophie de l'Université catholique du Congo et licencié en relations internationales de l'Université de Kinshasa. Avec lui, nous nous sommes entretenus autour de l'une de ses publications, Sciences et philosophie en Afrique, enjeux et repères pour d'une philosophie à l'âge de la science. Nous vous disons merci de nous avoir suivis et vous fixons rendez-vous à notre prochain numéro. Bye bye.